nous sommes à Rome. Le 24 décembre de l'an 800 touche à sa fin. Le froid descend lentement sur les ruelles étroites de la ville éternelle. Les dernières échoppes ferment leurs volets de bois. Quelques torches vacillent sous les arcades, tandis que les pèlerins rejoignent les maisons où ils passeront la nuit avant les célébrations de Noël. Dans quelques heures, la plus grande basilique de la chrétienté accueillera une cérémonie qui marquera l'histoire pour plus d'un millénaire. Pourtant, presque personne ne sait encore que cette journée sera différente de toutes les autres. Même les hommes qui se pressent autour de la basilique Saint-Pierre ignorent qu'ils seront les témoins d'un événement qui changera le destin de l'Europe. Au cœur de cette histoire se trouve un homme immense, un souverain franc, un guerrier, un administrateur, un réformateur. Son nom est Charlemagne. Depuis plus de 30 ans, il conquiert des territoires, rassemble des peuples et construit un royaume comme l'Occident n'en avait plus connu depuis la disparition de l'Empire romain. Mais ce matin-là, il n'est encore qu'un roi. Dans quelques heures, il deviendra bien davantage. Selon le récit du chroniqueur Éginard, tout va se jouer au cours de la messe de Noël. Alors que Charlemagne s'agenouille pour prier devant le tombeau de l'apôtre Pierre, le pape s'approche silencieusement. Il tient dans ses mains une couronne d'or. Sans prévenir le roi franc, il la pose sur sa tête. La foule éclate aussitôt en une acclamation qui traversera les siècles. À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. En quelques secondes, un nouvel empire vient de naître. Mais les choses se sont-elles réellement passées ainsi ? Charlemagne ignorait-il vraiment ce qui allait arriver ? Ou toute cette scène avait-elle été soigneusement préparée des semaines auparavant ? Les historiens débattent encore aujourd'hui de cette question, et c'est précisément ce qui rend cet épisode si fascinant. Car derrière cette couronne se cache une immense partie d'échecs politiques. Le pape cherche à protéger son autorité. Le roi des Francs souhaite affermir son prestige. À Constantinople, l'Empire romain d'Orient observe ces événements avec inquiétude. Personne ne mesure encore les conséquences de cette journée. Pour les contemporains, il ne s'agit peut-être que d'une cérémonie religieuse exceptionnelle. Pour nous, 12 siècles plus tard, c'est le début d'une nouvelle Europe. Mais avant d'entrer dans cette basilique, avant d'entendre les chants de Noël résonner sous les voûtes, avant de voir cette couronne se poser sur la tête du roi des Francs, il faut revenir bien en arrière. Car aucune grande histoire ne commence au moment où elle devient célèbre. Elle commence souvent plusieurs générations auparavant. À cette époque, l'Europe occidentale n'a plus rien de l'immense empire romain qui dominait autrefois le continent. Les grandes routes sont mal entretenues, les villes ont perdu une grande partie de leur population, le commerce s'est ralenti, les anciens palais impériaux tombent parfois en ruine, l'autorité centrale s'est fragmentée. Depuis près de 3 siècles, les royaumes barbares se sont installés sur les anciennes terres romaines. Les Visigoths, les Lombards, les Saxons, les Bavarois, les Francs. Chacun possède ses traditions, ses lois, sa langue, ses ambitions. L'Europe ressemble davantage à une mosaïque qu'à un véritable ensemble politique.
Et pourtant, au milieu de ce monde éclaté, une famille gagne progressivement en puissance. Une famille dont le nom est aujourd'hui presque oublié du grand public, alors qu'elle a pourtant changé le destin du continent. Les Carolingiens. Avant Charlemagne, il y eut son père, Pépin le Bref. Avant Pépin, il y eut son grand-père, Charles Martel. Celui qui, en 732, stoppe une armée venue de la péninsule ibérique lors de la célèbre bataille de Poitiers. Cet épisode deviendra l'un des fondements de la légende familiale, même si les historiens modernes en nuancent aujourd'hui certains aspects. Grâce à ces victoires, la famille renforce progressivement son prestige. Lorsque Pépin devient roi des Francs, une nouvelle dynastie s'installe. Et quelques années plus tard, vers 748, naît un enfant dont personne ne peut encore imaginer le destin. Les sources ne s'accordent même pas sur sa date exacte de naissance. À cette époque, les chroniqueurs ne prennent pas toujours soin de noter avec précision ce genre d'informations. Mais ce jeune prince reçoit une éducation inhabituelle. Il apprend l'art de gouverner, l'art de négocier, l'art de conduire une armée. Il grandit dans un monde où un souverain doit être capable de passer sans transition d'une assemblée politique à un champ de bataille. Sa haute stature impressionne déjà ceux qui l'approchent. Plus tard, Éginard le décrira comme un homme exceptionnellement grand, robuste, capable de supporter les longues campagnes militaires et les rigueurs de l'hiver avec une étonnante endurance. Mais ce qui frappe davantage encore ses contemporains, c'est son insatiable curiosité. Il aime écouter les savants. Il fait venir des érudits de toute l'Europe. Il s'intéresse à l'astronomie, à la grammaire, à la théologie, aux langues. Il tente même, dit-on, d'apprendre à écrire à un âge où la plupart des souverains considèrent cela comme inutile. Cette curiosité intellectuelle jouera un rôle essentiel dans son règne. Car Charlemagne ne souhaite pas seulement agrandir un royaume. Il rêve de reconstruire une civilisation. Et c'est précisément ce rêve qui le conduira, des années plus tard, jusqu'à Rome, où une couronne l'attend. Pour comprendre comment Charles est arrivé à Rome en cette matinée de Noël de l'an 800, il faut maintenant quitter la basilique Saint-Pierre. Il faut remonter 32 années en arrière. Nous sommes en 768. Charles n'est pas encore Charlemagne. Il n'est pas empereur. Il n'est même pas le seul roi des Francs. C'est un jeune homme d'environ 20 ans qui vient de perdre son père, Pépin le Bref. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'hérite pas d'un royaume uni. Car chez les Francs, le royaume est considéré comme un patrimoine familial. Lorsqu'un roi meurt, ses terres peuvent être partagées entre ses fils. Charles doit donc partager le pouvoir avec son frère cadet, Carloman. Et les deux frères ne s'entendent pas. Nous ne connaissons évidemment pas leur conversation privée. Aucun témoin ne nous a laissé le récit d'une dispute autour d'une table ou dans la grande salle du palais. Mais les événements parlent d'eux-mêmes. La tension entre les deux frères est réelle. Chacun possède son territoire. Chacun possède ses fidèles. Chacun possède son armée. Et chacun observe l'autre avec méfiance. Pendant quelques années, le royaume franc semble ainsi menacé par une guerre entre les deux frères. Puis,
En décembre 771, un événement inattendu bouleverse la situation. Carloman meurt. Il est encore très jeune, probablement âgé d'une vingtaine d'années. Les causes exactes de sa mort restent incertaines. Il laisse derrière lui une épouse et de jeunes enfants qui auraient pu, en théorie, revendiquer une partie de son héritage. Mais Charles agit vite, très vite. Il récupère le royaume de son frère et devient le seul roi des Francs. La veuve de Carloman, Gerberge, prend la fuite avec ses enfants. Elle trouve refuge en Italie auprès du roi des Lombards. Cette fuite pourrait sembler secondaire. Elle ne l'est pas. Car désormais, les ennemis potentiels de Charles possèdent des héritiers qui pourraient un jour contester sa légitimité. Et bientôt, les regards de Charles vont se tourner vers l'Italie. Mais avant de le suivre dans ses conquêtes, il faut essayer d'imaginer l'homme. À quoi ressemblait réellement Charlemagne ? Nous avons la chance de disposer d'un témoignage exceptionnel, celui d'Éginard. Éginard a vécu à la cour de Charlemagne et a rédigé, après la mort de l'empereur, une biographie inspirée des modèles antiques. Il nous décrit un homme de grande taille, robuste, solide, avec une tête ronde, de grands yeux vifs et un nez légèrement plus long que la moyenne. Sa voix, nous dit Éginard, était étonnamment claire et presque légère pour un homme d'une telle stature. Le détail est intéressant. On imagine souvent les grands personnages de l'histoire avec des voix graves et imposantes. Charlemagne avait peut-être une voix beaucoup plus douce qu'on ne le suppose. Éginard nous donne aussi des détails plus personnels. Charles aime l'équitation, il aime la chasse, et surtout, il adore nager. Il se baigne régulièrement dans les sources chaudes d'Aix-la-Chapelle. Il nage si bien, nous dit son biographe, que peu d'hommes peuvent rivaliser avec lui. Il invite parfois ses fils, ses amis, des nobles et même des soldats à se baigner avec lui. Il peut y avoir, paraît-il, jusqu'à 100 de personnes dans les bassins. Cette image est assez éloignée du souverain immobile et solennel que nous montrent les tableaux des siècles suivants. Le véritable Charlemagne est un homme en mouvement. Et le mot n'est pas exagéré. Pendant une grande partie de son règne, il voyage, sans cesse. Le royaume franc ne possède pas encore une capitale au sens moderne du terme. Le souverain se déplace avec sa cour. Il passe d'un palais à l'autre. Il faut donc imaginer un gouvernement itinérant. Des conseillers, des clercs, des soldats, des serviteurs, des chariots, des chevaux, documents et coffres. Toute une administration se déplace derrière le roi. Charles parcourt ainsi des milliers de kilomètres au cours de son existence. Et chaque printemps, ou presque, revient la même question. Où allons-nous combattre cette année ? Car le règne de Charlemagne est inséparable de la guerre. Il serait trompeur de ne présenter que le souverain cultivé, protecteur des écoles et des manuscrits. Charlemagne est aussi un conquérant, un homme qui passe une grande partie de sa vie en campagne militaire. Au nord et à l'est de son royaume vivent notamment les Saxons. Ce sont des peuples encore majoritairement païens, organisés en différents groupes et installés sur un vaste territoire correspondant approximativement au nord de l'Allemagne actuelle. La guerre contre eux sera longue, terriblement longue, plus de 30 années de campagne, de révolte, de soumission, puis de nouvelles révoltes. Les Francs avancent,
Ils construisent des fortifications, ils imposent leur autorité, puis ils repartent, et parfois, derrière eux, les Saxons se soulèvent. Alors l'armée franque revient. Cette guerre est l'un des aspects les plus sombres et les plus violents du règne. La christianisation accompagne la conquête et s'effectue parfois sous la contrainte. L'un des épisodes les plus controversés est celui de Verden en 782, au cours duquel les sources franques rapportent l'exécution de milliers de Saxons. Les historiens discutent encore de l'interprétation exacte et de l'ampleur de cet événement. Mais une chose est certaine, la construction de l'Empire carolingien ne fut pas une marche paisible vers l'unité européenne. Elle fut aussi une entreprise de conquête. Et pourtant, pendant que Charles combat aux frontières de son royaume, un autre problème se dessine au sud, en Italie. À Rome, le pape est inquiet. Depuis plusieurs décennies, les relations entre les papes et l'Empire byzantin sont devenues difficiles. L'empereur de Constantinople est loin, très loin. Et entre Rome et le royaume franc se trouve une puissance redoutable, les Lombards. Leur royaume domine une grande partie de l'Italie. Le pape se sent menacé. Il a besoin d'un protecteur. Et la papauté s'est déjà rapprochée de la famille de Charles. Quelques années auparavant, Pépin le Bref, le père de Charlemagne, était intervenu en Italie à la demande du pape. Une alliance nouvelle s'était créée. Une alliance qui allait profondément transformer l'histoire. D'un côté, le pape apporte une légitimité religieuse exceptionnelle à la dynastie carolingienne. De l'autre, les rois francs apportent quelque chose de très concret, des soldats. Charles va bientôt comprendre toute l'importance de cette alliance. En 773, le pape Adrien Ier demande son aide contre le roi des Lombards, Didier. Charles rassemble son armée. Pour atteindre l'Italie, il faut franchir les Alpes. Aujourd'hui, nous traversons ces montagnes en voiture ou en train par des tunnels. Au 8e siècle, faire passer une armée à travers les Alpes est une entreprise considérable. Des milliers d'hommes, des chevaux, des armes, provisions, chariots. Il faut progresser sur des chemins difficiles, franchir des cols et organiser le ravitaillement. Charles divise ses forces. Une partie de l'armée passe par un itinéraire, une autre emprunte un second passage. Puis les Francs descendent vers l'Italie. La campagne est rapide. Le roi Didier se réfugie dans Pavie. La ville résiste. Le siège dure plusieurs mois, et pendant que ces hommes maintiennent la pression autour de la cité, Charles prend une décision étonnante. Il quitte temporairement le siège et se rend à Rome. Nous sommes en 774. C'est la première fois qu'il découvre la ville. Essayons d'imaginer ce que représente Rome pour un roi franc du 8e siècle. La ville n'est plus la gigantesque métropole de l'époque impériale. Sa population a considérablement diminué. De nombreux monuments antiques sont abandonnés ou transformés. Mais Rome reste Rome. Partout, les vestiges rappellent la puissance d'un monde disparu. Les arcs de triomphe, les colonnes, les thermes, les temples transformés en églises, les palais en ruines et surtout les sanctuaires chrétiens. Les tombeaux des apôtres, la basilique Saint-Pierre. Pour Charles, ce voyage est probablement une expérience considérable. Il entre dans la ville avec les honneurs. Il rencontre le pape. Il prie dans les grandes basiliques. Il confirme les liens entre sa famille et l'Église romaine.
À ce moment-là, personne ne sait encore qu'il reviendra un jour dans cette même ville pour y recevoir la couronne impériale. Charles retourne ensuite vers Pavie. La ville finit par se rendre. Le royaume lombard s'effondre. Et Charles accomplit alors quelque chose d'inhabituel. Il ne se contente pas de placer un allié sur le trône, il prend lui-même le titre de roi des Lombards. Le roi des Francs règne désormais sur une partie considérable de l'Europe occidentale. Mais il ne s'arrête pas. Quelques années plus tard, il conduit une expédition au-delà des Pyrénées. L'opération est moins glorieuse. Sur le chemin du retour, en 778, l'arrière-garde de l'armée franque est attaquée dans les Pyrénées, au passage de Roncevaux. Parmi les hommes tués se trouve un certain Roland, préfet de la Marche de Bretagne. L'événement est probablement assez limité à l'échelle des immenses campagnes de Charlemagne. Pourtant, des siècles plus tard, il deviendra une légende. La chanson de Roland transformera l'embuscade en immense affrontement héroïque. Le Roland historique deviendra le neveu de Charlemagne. Une défaite militaire deviendra l'une des plus célèbres épopées du Moyen-Âge. C'est ainsi que fonctionne parfois la mémoire. L'histoire conserve quelques lignes. La légende écrit des milliers de vers. Pendant ce temps, le royaume de Charles continue de s'étendre au nord, à l'est et au sud. Année après année, campagne après campagne, le roi des Francs devient le souverain le plus puissant de l'Occident chrétien. Mais la puissance militaire n'explique pas tout. Car pendant que ses armées combattent, Charles entreprend un autre chantier, plus discret, peut-être plus durable encore. Il veut réorganiser son immense royaume. Il envoie des représentants inspecter les provinces. Il fait rédiger des textes réglementaires. Il réforme la monnaie. Il encourage la création d'écoles. Il rassemble autour de lui des savants venus de différentes régions d'Europe. Des hommes comme Alcuin d'York, venu d'Angleterre, participent à un mouvement intellectuel que les historiens appelleront plus tard la Renaissance carolingienne. Dans les monastères et les ateliers de copie, des manuscrits sont recopiés. Une nouvelle écriture, plus claire et plus régulière, se diffuse. La minuscule caroline. Son importance est immense. Une partie des textes de l'Antiquité que nous pouvons encore lire aujourd'hui a traversé les siècles grâce au travail de copie réalisé dans le monde carolingien. Charlemagne, lui-même, s'intéresse aux études. Éginard raconte qu'il garde parfois des tablettes sous son oreiller afin de s'exercer à tracer des lettres pendant ses moments de repos. Mais il ajoute un détail presque touchant. Charles aurait commencé trop tard. Malgré ses efforts, il ne serait jamais véritablement parvenu à maîtriser l'écriture. Cette anecdote est révélatrice. Le souverain qui encourage les écoles, le roi qui rassemble les plus grands savants de son temps, l'homme qui veut réformer l'éducation de son royaume, aurait lui-même eu du mal à écrire. Mais au fil des années, quelque chose change autour de Charles. Il n'est plus seulement considéré comme le roi des Francs. Son royaume couvre désormais une immense partie de l'Europe occidentale. Il contrôle le royaume franc, le royaume lombard, une partie de la Germanie, des territoires au-delà des Pyrénées. Son influence s'étend sur une grande partie de la chrétienté latine, et une question commence lentement à apparaître. Une question que personne n'ose peut-être encore formuler clairement. Depuis la disparition du dernier empereur romain d'Occident, en 476,
aucun souverain occidental n'a porté le titre impérial. Plus de 3 siècles ont passé. À Constantinople, bien sûr, un empereur continue de régner. Mais en Occident, le trône est vide. Du moins, c'est ce que certains commencent à penser. Et bientôt, à Rome, un événement violent va précipiter les choses. Le pape va être attaqué, humilié, presque renversé. Il devra fuir. Et pour retrouver son pouvoir, il cherchera l'aide de l'homme le plus puissant d'Occident, le roi des Francs, Charles. L'homme qui, quelques mois plus tard, s'agenouillera devant le tombeau de Saint-Pierre et se relèvera empereur. Nous sommes au printemps de l'année 799. À Rome, ce matin du 25 avril commence comme un jour de fête religieuse. Le pape Léon III doit participer à une grande procession à travers la ville. Il est à la tête du cortège. Autour de lui avancent des religieux, des dignitaires et des fidèles. La foule se déplace lentement dans les rues de Rome. Puis, soudain, tout bascule. À proximité du monastère de Saint-Sylvestre, des hommes surgissent. Ils se jettent sur le pape. Léon III est frappé, jeté à terre, dépouillé de ses vêtements pontificaux. Ses agresseurs tentent, selon les sources de l'époque, de lui crever les yeux et de lui arracher la langue. Pourquoi une telle violence ? Parce qu'au Moyen-Âge, mutiler un homme peut être une manière de le rendre incapable d'exercer le pouvoir. Un pape aveugle et privé de parole ne peut plus, en théorie, gouverner l'Église. Mais Léon survit. Des récits divergent sur les circonstances exactes de son évasion et certains détails transmis par les sources pontificales sont probablement destinés à présenter sa survie comme presque miraculeuse. Ce qui est certain, c'est que le pape parvient à quitter Rome. Il trouve alors protection auprès du duc de Spolète. Mais Léon sait que sa sécurité reste fragile. Ses ennemis sont puissants. Ils appartiennent à l'aristocratie romaine et l'accusent de fautes graves, notamment de parjure et d'inconduite. Il lui faut un protecteur. À cette époque, un seul homme semble suffisamment puissant pour imposer son autorité à Rome, Charles, roi des Francs. Le pape entreprend alors un voyage considérable. Il traverse les Alpes et remonte vers le nord. Charles, lui, se trouve à Paderborn, en Saxe, aux frontières orientales de son royaume. Imaginez un instant la scène. D'un côté, le souverain le plus puissant de l'Occident, un roi victorieux qui contrôle désormais un immense territoire. De l'autre, le chef de l'église de Rome. Un pape blessé, chassé de sa propre ville, est venu demander protection. Lorsque Léon arrive à Paderborn, Charles le reçoit avec les honneurs. Mais la situation est délicate. Car les adversaires du pape ont eux aussi envoyé leurs accusations. Charles se retrouve donc devant un problème sans précédent. Peut-il juger un pape ? Peut-il décider si le chef de l'Église est innocent ou coupable ? Et surtout, qui, du roi ou du pape, possède véritablement l'autorité supérieure ? Cette question va traverser tout le Moyen-Âge. Elle provoquera des crises, des humiliations, des excommunications et des guerres politiques pendant des siècles. Mais en cet été 799, elle est déjà là, silencieuse, présente dans chaque geste, dans chaque cérémonie, dans chaque formule utilisée par les deux hommes. Léon III a besoin de Charles pour retrouver son siège. Mais Charles, lui aussi, peut avoir besoin du pape. Son pouvoir est immense. Son royaume
ressemble de plus en plus à un empire, mais il lui manque encore une chose, un titre à la mesure de sa puissance. À Paderborn, nous ne savons pas exactement ce que les deux hommes se disent. Nous ne savons pas si l'idée d'un couronnement impérial est évoquée clairement. Les historiens en débattent encore. Il faut résister à la tentation d'imaginer une conversation secrète au cours de laquelle Charles et Léon auraient tranquillement organisé toute la cérémonie de Noël de l'année suivante. Nous n'en avons aucune preuve. Mais il est difficile de croire que personne, dans l'entourage du roi, ne réfléchit alors à la question impériale. Car un autre événement extraordinaire vient de se produire à l'autre extrémité du monde chrétien, à Constantinople. L'Empire romain n'a pas totalement disparu en 476. Il continue d'exister en Orient. Et ses souverains se considèrent toujours comme les véritables empereurs romains. Mais en 797, l'impératrice Irène a fait déposer son propre fils, Constantin VI. Selon les sources, il est aveuglé. Irène gouverne désormais seule. Pour les Byzantins, elle est souveraine de l'Empire. Mais en Occident, certains commencent à défendre une autre idée. Une femme peut-elle occuper le trône impérial ? Pour les conseillers de Charles, la situation ouvre une possibilité extraordinaire. Peut-être le trône impérial est-il en quelque sorte vacant ? Et si tel est le cas, qui en Occident pourrait le revendiquer ? La réponse semble presque évidente, Charles. Le roi qui a conquis les Lombards, le protecteur de Rome, le défenseur de la chrétienté latine, l'homme qui domine la plus grande partie de l'Occident. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. À l'automne 799, Léon III repart pour Rome sous protection franque. Le pape retrouve son siège. Charles, lui, ne vient pas immédiatement. Il continue de gouverner son immense royaume. Les mois passent. Puis, à l'automne de l'année 800, le roi prend la route de l'Italie. Cette fois, son voyage est officiel, solennel. Lorsqu'il approche de Rome, Léon III vient à sa rencontre. Charles entre dans la ville à la fin du mois de novembre, mais il n'est pas venu seulement pour célébrer Noël. Il doit régler la crise romaine. Une grande assemblée est réunie. Les accusations contre le pape sont examinées. La situation est extrêmement complexe. Car juger Léon III reviendrait à reconnaître qu'un pouvoir politique peut déposer le chef de l'Église. Finalement, le pape prête un serment solennel dans lequel il affirme son innocence. Le conflit semble réglé, du moins officiellement. Léon III a retrouvé son pouvoir, ses ennemis sont écartés, et Charles apparaît désormais comme l'arbitre de Rome. Nous sommes le 23 décembre de l'an 800. Noël aura lieu dans 2 jours. Charles se prépare à assister à la messe dans la basilique Saint-Pierre. Tout semble désormais revenu à l'ordre. Pourtant, dans les palais de Rome, dans l'entourage du pape et probablement parmi les proches du roi, quelque chose se prépare. Nous ne savons pas exactement qui en a eu l'idée le premier. Nous ne savons pas davantage jusqu'où Charles était informé. Mais le matin du 25 décembre, une couronne sera prête. Et lorsqu'elle se posera sur la tête du roi des Francs, l'Europe entrera dans une nouvelle époque. C'est le jour de Noël. Rome s'éveille. Depuis plusieurs semaines, la présence de Charles et de sa cour a changé le visage de la ville. Des dignitaires francs ont fait le voyage jusqu'en Italie. Des soldats accompagnent le roi.
Des évêques, des abbés, des conseillers et des représentants de l'aristocratie sont également présents. Et ce matin-là, tous les regards se tournent vers un lieu, la basilique Saint-Pierre. Mais attention, la basilique dans laquelle Charles s'apprête à entrer n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. L'immense édifice de la Renaissance avec sa coupole monumentale n'existe pas encore. Devant Charles se dresse l'ancienne basilique Saint-Pierre. Elle a été construite plusieurs siècles auparavant sous l'empereur Constantin et ses successeurs au-dessus du lieu où la tradition situe le tombeau de l'apôtre Pierre. Pour un chrétien du 8e siècle, peu d'endroits au monde possèdent une telle importance. Charles entre dans la basilique. Nous ne connaissons pas chaque détail de cette matinée. Nous ne savons pas exactement quels mots furent échangés avant la cérémonie. Nous ne savons pas non plus ce que Charles savait réellement. Mais nous connaissons l'essentiel. Au cours de la messe de Noël, le roi des Francs s'avance vers le tombeau de Saint-Pierre. Il s'agenouille pour prier, et c'est alors que le pape Léon III s'approche. Dans ses mains se trouve une couronne. Le pape la pose sur la tête de Charles, puis les acclamations retentissent. À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. La formule est solennelle. Elle s'inspire des anciennes acclamations impériales. Charles n'est plus seulement roi des Francs, il n'est plus seulement roi des Lombards, il devient empereur. 3 siècles après la disparition du dernier empereur romain d'Occident, un souverain porte à nouveau le titre impérial à l'ouest de l'Europe. Mais à cet instant précis, une question se pose, une question qui intrigue les historiens depuis des siècles. Charles savait-il ce qui allait se passer ? Son biographe Éginard nous donne une réponse très claire. Il affirme que Charlemagne aurait déclaré que s'il avait connu à l'avance les intentions du pape, il ne serait pas entré dans la basilique ce jour-là, même pour célébrer Noël. L'image est extraordinaire. Le grand roi franc, vainqueur des Lombards, conquérant de la Saxe, maître d'une grande partie de l'Europe occidentale, surpris par une couronne. Mais peut-on réellement le croire ? C'est là que l'histoire devient plus subtile, car il paraît difficile d'imaginer qu'une cérémonie d'une telle importance ait été totalement improvisée. Une couronne doit être préparée, un cérémonial doit être organisé, des dignitaires sont présents, des acclamations sont prononcées, et depuis plusieurs années déjà, dans l'entourage de Charles, on réfléchit à la nature de son pouvoir. Le royaume franc est devenu immense. À la cour, certains parlent déjà d'un empire chrétien. À Constantinople, la situation politique permet aux conseillers occidentaux de considérer que la dignité impériale est contestable, voire vacante. À Rome, le pape vient de retrouver son autorité grâce à l'intervention de Charles. Tous les éléments semblent donc réunis. Alors pourquoi Éginard insiste-t-il autant sur la surprise du souverain ? Peut-être Charles connaissait-il le projet, mais désapprouvait-il la manière dont le couronnement devait avoir lieu ? Car le geste de Léon III n'est pas politiquement neutre. C'est le pape qui pose la couronne sur la tête du roi. L'image est puissante. Elle peut donner l'impression que l'empereur reçoit sa dignité du pape, que le pouvoir spirituel accorde le pouvoir impérial. Or, Charles pouvait avoir une autre conception des choses. Peut-être estimait-il tenir son pouvoir de Dieu directement, de ses conquêtes, de son autorité et de l'acclamation de son peuple. La véritable surprise n'est donc peut-être pas la couronne elle-même, mais la manière dont elle fut donnée. Nous ne le saurons probablement jamais.
Et c'est peut-être cela qui rend la scène aussi fascinante. Nous connaissons le geste, nous connaissons la date, les protagonistes, mais nous ignorons ce qui se passait réellement dans leur esprit. Imaginons seulement Charles debout dans la basilique, la couronne sur la tête. Autour de lui, les acclamations résonnent. Devant lui se tient Léon III. Quelques mois auparavant, ce pape était un fugitif, un homme attaqué dans les rues de Rome, contraint de chercher la protection du roi des Francs. À présent, c'est lui qui vient de couronner ce même roi. Les deux hommes ont besoin l'un de l'autre. Le pape possède une autorité spirituelle immense. Charles possède la puissance militaire. L'un donne une légitimité, l'autre apporte une protection. Mais derrière cette alliance se cache déjà une question redoutable. Qui est supérieur à l'autre ? Le pape qui couronne ou l'empereur qui protège le pape ? Cette question ne sera pas réglée ce jour-là. Elle traversera les siècles. Elle provoquera des affrontements entre papes et empereurs. Elle conduira certains souverains à s'humilier devant les pontifes. Elle conduira aussi certains empereurs à marcher sur Rome. Mais ce matin de Noël, de l'an 800, tout cela appartient encore à l'avenir. Pour le moment, Charles est empereur. Et son nouveau titre transforme immédiatement les relations diplomatiques de l'Occident. Car à plus de 2000 km de Rome, une autre ville observe ces événements, Constantinople. Pour les habitants de l'Empire d'Orient, leur souverain est déjà l'héritier légitime des empereurs romains. De leur point de vue, l'Empire romain existe toujours, il n'a jamais disparu. Alors, que signifie cette cérémonie organisée à Rome ? Qui est ce roi franc qui ose désormais porter une dignité impériale ? Les Byzantins ne reconnaissent pas immédiatement le nouveau titre de Charles. Pendant des années, les relations restent complexes. La question n'est pas seulement symbolique. Les deux puissances revendiquent désormais l'héritage de Rome. L'une à Constantinople, l'autre en Occident. Et pourtant, Charles ne devient pas soudainement le souverain d'un nouvel État créé en quelques secondes. Le matin du 25 décembre, son territoire reste exactement le même que la veille. Les frontières n'ont pas bougé. Ses armées n'ont conquis aucune nouvelle ville pendant la cérémonie. Ses administrateurs sont les mêmes. Ses comtes gouvernent les mêmes territoires. Mais quelque chose d'essentiel a changé. Le sens de son pouvoir. Charles n'est plus simplement le roi d'un peuple. Il prétend désormais exercer une autorité universelle sur l'Occident chrétien. Le titre impérial place son règne dans une continuité immense, celle de Rome, celle de Constantin, celle des empereurs de l'Antiquité chrétienne. Mais Charlemagne ne cherche pas simplement à reconstruire l'ancien empire romain. Le monde a changé, les peuples ont changé, les langues ont changé. Les centres de pouvoir se sont déplacés. L'empire de Charles sera profondément chrétien, profondément franc et profondément européen. Après les cérémonies de Rome, Charles reprend bientôt la route. Car l'empereur reste un souverain itinérant, il ne s'installe pas dans un palais romain, il ne fait pas de Rome sa capitale. Son centre de gravité reste au nord des Alpes. Et de plus en plus, une ville occupe une place particulière dans son existence, Aix-la-Chapelle. Charles apprécie ses sources chaudes et il y fait construire un vaste complexe palatial. Et surtout, une chapelle extraordinaire. Un bâtiment qui doit exprimer la puissance de son règne et la dimension nouvelle de son autorité. Là,
Entouré de ses conseillers et des savants qu'il a rassemblés autour de lui, Charlemagne va poursuivre son œuvre. Réformer, administrer, faire copier des manuscrits, organiser les écoles, recevoir des ambassadeurs venus de régions lointaines et gouverner un territoire immense. Le roi guerrier est devenu empereur. Mais une dernière question demeure. Que reste-t-il réellement de son œuvre ? Car les empires peuvent sembler éternels au moment de leur apogée, puis disparaître en quelques générations. L'empire de Charlemagne, lui aussi, sera divisé. Ses héritiers se disputeront son héritage. Les frontières changeront, les royaumes se sépareront, et pourtant, plus de 12 siècles après cette matinée de Noël, nous vivons encore d'une certaine manière dans le monde que Charlemagne a contribué à façonner. Après son couronnement, Charlemagne va encore régner pendant 14 années. 14 années durant lesquelles il continue de gouverner, de réformer, de négocier, et lorsque cela est nécessaire, de combattre. Mais avec le temps, le souverain qui semblait ne jamais s'arrêter voyage moins. Aix-la-Chapelle occupe désormais une place centrale dans son existence. C'est là, au cœur de son palais, qu'il reçoit les ambassadeurs. Certains viennent de très loin, de Constantinople, des royaumes anglo-saxons, de la péninsule ibérique, et même à en croire les sources franques, de Bagdad. L'un des échanges diplomatiques les plus célèbres du règne concerne le calife abbasside Haroun al-Rachid. Les deux souverains ne se rencontreront jamais. Des milliers de kilomètres les séparent, mais les ambassades circulent entre leurs cours. Et parmi les présents envoyés à Charlemagne se trouve un cadeau extraordinaire, un éléphant. Son nom est Aboul Abbas. Imaginez l'effet que pouvait produire l'arrivée d'un tel animal dans l'Europe du IXe siècle. La plupart des habitants du royaume franc n'avaient jamais vu d'éléphant. Beaucoup n'en avaient probablement jamais entendu parler autrement que dans les récits anciens ou religieux. L'animal traverse des territoires immenses avant de rejoindre la cour impériale. Sa présence est si exceptionnelle que les chroniqueurs mentionnent même sa mort quelques années plus tard au cours d'une campagne. Cette anecdote pourrait sembler secondaire, mais elle nous rappelle quelque chose d'important. L'empire de Charlemagne n'est pas isolé. Il appartient à un monde de relations diplomatiques et commerciales beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine parfois. À Aix-la-Chapelle, Charlemagne vieillit. L'homme qui a traversé l'Europe à cheval pendant des décennies ressent désormais le poids des années. Il continue pourtant à s'intéresser aux affaires du royaume, à la religion, aux écoles, aux textes, à l'administration. Son empire est immense, peut-être trop grand pour un seul homme. Car derrière l'image du souverain tout-puissant se cache une réalité beaucoup plus fragile. Les communications sont lentes, les distances sont considérables. Pour transmettre un ordre, il faut envoyer un messager à cheval. Pour savoir ce qui se passe dans une région éloignée, il faut attendre le retour des représentants du souverain. Il n'existe évidemment ni administration centralisée comparable à celle d'un État moderne, ni armée permanente présente partout, ni moyens rapides de communication. L'Empire tient par un équilibre complexe, par des fidélités personnelles, par les serments, par l'autorité des comtes, par le réseau des évêques et des monastères, et surtout par le prestige extraordinaire de Charlemagne lui-même. Mais que se passera-t-il lorsque l'empereur disparaîtra ?
La question est inévitable, et Charlemagne le sait. Le 28 janvier 814, à Aix-la-Chapelle, l'empereur meurt. Il est âgé d'environ 65 ans, peut-être davantage selon la date que l'on retient pour sa naissance. Pour son époque, c'est une longue vie. Une vie passée à parcourir les routes, à diriger les armées, à recevoir des ambassadeurs, à écouter des savants, à régler des conflits, à construire un empire. Il est enterré à Aix-la-Chapelle. Son fils, Louis le Pieux, lui succède. Pendant un temps, l'unité impériale est maintenue. Mais bientôt apparaissent les difficultés que Charlemagne avait réussi à contenir. Les rivalités familiales, les ambitions des héritiers, la question du partage des territoires. En 843, moins de 30 ans après la mort de Charlemagne, le traité de Verdun partage l'empire entre 3 de ses petits-fils. L'unité politique construite par Charlemagne se fragmente. À première vue, on pourrait donc conclure à un échec. Un empire immense, un homme exceptionnel, et quelques décennies plus tard, un territoire divisé. Mais l'histoire ne se mesure pas seulement à la durée des frontières, car les frontières passent. Les institutions se transforment, les dynasties disparaissent, mais certaines idées leur survivent. Et l'idée impériale restaurée à Rome en l'an 800 va connaître une destinée extraordinaire. Pendant près de 1000 ans, des souverains européens continueront à revendiquer sous différentes formes l'héritage de cette dignité impériale. Le couronnement de Charlemagne a également renforcé le lien entre le pouvoir politique occidental et l'Église de Rome, un lien parfois harmonieux, souvent conflictuel, mais qui structurera profondément l'histoire médiévale européenne. Il y a aussi l'héritage culturel. Sous Charlemagne, les écoles monastiques et cathédrales sont encouragées, les manuscrits sont copiés, les textes religieux sont corrigés, les savants circulent. Une écriture plus lisible se diffuse dans une grande partie de l'Empire. Cette minuscule Caroline aura une postérité immense. Des siècles plus tard, les humanistes de la Renaissance s'en inspireront. Et indirectement, certaines formes de nos lettres minuscules actuelles lui doivent encore beaucoup. Il y a enfin une idée plus difficile à mesurer, celle d'un espace européen partageant certains héritages communs. Il serait évidemment anachronique de présenter Charlemagne comme le fondateur de l'Europe moderne. Charlemagne n'imaginait ni nos États, ni nos institutions, ni nos frontières. Son monde était radicalement différent du nôtre. Mais son empire a rassemblé pendant quelques décennies une grande partie des territoires qui formeront plus tard le cœur politique de l'Europe occidentale. La France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, une partie de l'Italie, la Suisse, l'Autriche et d'autres régions encore. C'est probablement pour cette raison que, plus de 1000 ans après sa mort, son héritage continue d'être revendiqué de plusieurs côtés. Les Français voient en lui un grand roi franc. Les Allemands l'intègrent également à leur propre histoire impériale. Et l'Europe contemporaine en a fait l'un de ses symboles historiques. Mais revenons maintenant à Rome. Revenons au matin du 25 décembre de l'an 800. Une basilique, une foule. Un roi agenouillé devant le tombeau d'un apôtre. Un pape qui s'avance. Une couronne qui se pose sur une tête et des acclamations qui s'élèvent. Les hommes présents ce matin-là ne pouvaient évidemment pas connaître les conséquences de ce qu'ils venaient de vivre. Ils ne savaient pas que les historiens débattraient encore 12 siècles plus tard de ce que Charlemagne savait réellement avant d'entrer dans la basilique.
Il ne savait pas que cette cérémonie deviendrait l'un des grands événements symboliques de l'histoire européenne. Il ne savait pas que le nom de Charles le Grand traverserait les siècles. Peut-être est-ce cela finalement ce qui rend l'histoire si fascinante. Les événements que nous considérons aujourd'hui comme inévitables ne le furent jamais. Ils furent vécus par des hommes et des femmes qui avançaient dans l'incertitude, qui prenaient des décisions sans connaître leurs conséquences, qui négociaient, qui se trompaient, qui réussissaient parfois, et qui ignoraient presque toujours ce que les siècles futurs retiendraient d'eux. Ce matin de Noël de l'an 800, lorsque Charles entra dans la basilique Saint-Pierre, il était le roi le plus puissant d'Occident. Lorsqu'il en ressortit, il était empereur. Son empire ne lui survivrait pas longtemps sous la même forme. Mais l'idée née, ou peut-être simplement ressuscitée ce jour-là, allait traverser les siècles. Et c'est ainsi que s'achève notre récit du sacre de Charlemagne. Une histoire de conquêtes et de croyances, de rivalités familiales et d'alliances politiques, de papes menacés et de rois protecteurs, de manuscrits recopiés à la lumière des lampes, de messagers traversant les montagnes, d'armées franchissant les Alpes, et finalement d'une simple couronne d'or posée sur la tête d'un homme un matin de Noël à Rome. Si vous avez apprécié ce récit, je vous remercie par avance de vous abonner à cette chaîne et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.